pour son cœur. On avait peur qu'elle fasse une crise cardiaque. Plusieurs nuits de suite, pendant la pire période, je montais dans sa chambre et je lui mettais la main sur la poitrine pour voir si elle respirait encore. J'étais très inquiète. Je voulais m'assurer qu'elle était encore vivante. Au début des traitements, c'était vraiment pénible. C'est l'époque où j'ai voulu mourir. Il fallait qu'on arrive à comprendre ses émotions, sa souffrance. Quand elle s'est mise à reprendre du poids, elle trouvait ça insupportable. Quand j'ai recommencé à manger, mon corps réclamait toujours plus de nourriture et ça me terrifiait. Je me gavais, ensuite je faisais une colère et je voulais vomir. Ma mère devait me tenir dans ses bras pour m'empêcher de vomir. Je me faisais vraiment du tort. Quand j'ai repris du poids, je me suis mise à faire des tendinites à presque toutes les articulations. Avec l'aide de sa famille, Peach retrouve peu à peu la santé. Elle avait un énorme album de découpures dans lequel elle tenait un journal de sa guérison. Elle y parlait aussi de l'influence qu'exercent les magazines de mode sur les jeunes filles. C'était vraiment nécessaire pour moi d'écrire tout ce que je ressentais parce que je vivais beaucoup d'émotions. J'étais en colère contre tout le monde et contre les médias. Et j'étais fière de moi, de ce que j'avais accompli. J'étais encore bouleversée par le mal que j'avais fait à mon corps. Aujourd'hui, Peach a réussi à transformer sa dépendance en une façon saine de gagner sa vie. Je suis devenue entraîneuse personnelle. L'exercice n'est plus une punition. Je le fais pour me sentir bien. Depuis que je suis entraîneuse personnelle, l'exercice occupe une place équilibrée dans ma vie. Et ça fonctionne. Aujourd'hui, Peachy aime son corps. Et j'adore sa façon d'aimer son corps, très ouvertement et avec beaucoup de plaisir. Elle est plus sage, elle est guérie, elle est vivante et en santé. C'est vraiment beau de voir à quel point elle apprécie qui elle est. Je suis un modèle de santé pour mes clients et je me demande parfois ce que ça veut dire pour eux. Comment voient-ils mon corps? Pour moi, il est devenu un moyen d'avoir du plaisir. Je me sens bien quand je mange, quand je m'entraîne. C'est très bien. Bombardée d'images de stars ultra-minces qui peuvent insécuriser les femmes les plus sûres d'elles-mêmes et qui ont souvent un effet dévastateur sur les adolescentes. C'est difficile de les ignorer quand on les voit constamment à la télé, dans les magazines et sur Internet. Quand je vois une photo, je m'entends dire « je veux ressembler à ça ». Rien ne semblait destiner Erica Island à souffrir de troubles alimentaires. Elle vient d'une famille typiquement américaine où tous les enfants sont extrêmement sportifs. Elle aimait le basketball. C'est une athlète née. J'ai assisté à des matchs où elle était parmi les meilleures compteuses. Erica brillait dans tout ce qu'elle faisait, en particulier quand elle jouait au golf au secondaire. Elle était une excellente petite golfeuse. Personne ne s'étonne quand la jeune fille de 18 ans commence à passer beaucoup de temps sur le tapis roulant. J'ai commencé à m'entraîner au gym et je crois que tout a vraiment débuté quand je me suis mise à manger moins. En quelques mois à peine, Erica maigrit énormément. Son poids passe de 57 à moins de 40 kilos. Elle fondait à vue d'œil. Elle était de plus en plus mince. Je l'ai serrée dans mes bras et je pouvais sentir les os de son dos. C'est à ce moment-là que j'ai vraiment compris. Je me suis dit que ma petite sœur avait des problèmes. Les Highlands sont affolés devant le changement de poids soudain de leur fille. Les médecins leur conseillent de la faire hospitaliser immédiatement. Mes signes vitaux étaient très faibles dû à ma tension artérielle et mon pouls était à moins de 35. Quand on pèse 40 kilos, le cœur qui normalement devrait battre à 60 battements par minute au repos ne bat plus qu'à 30. Et quand le rythme cardiaque chute, vous êtes dans un état critique. Un matin, on aurait pu se réveiller et découvrir que notre fille avait arrêté de respirer. Mais ce qui terrifie davantage Erica, ce sont les calories qu'on l'oblige à absorber. On me surveillait pendant que je mangeais. Il y avait une nutritionniste qui vérifiait tout ce que je mangeais. À ce moment-là, on a compris que c'était grave. C'était une chose qu'elle ne pouvait pas surmonter seule. On ne pouvait pas la laisser seule pour manger. Il fallait la surveiller. Au bout de quelques semaines, Erica a pris du poids. Elle pèse 48 kilos quand elle quitte l'hôpital.
mais elle est loin d'être au bout de ses peines. C'était une période difficile parce que j'étais livrée à moi-même. Je n'étais plus surveillée. Erica cherche une façon de partager sa peine avec les autres et comme la plupart des adolescents, elle a recours à Internet. J'ai cherché anorexie et j'ai obtenu un tas de sites pro-anorexie dans lesquels des filles parlent en faveur de l'anorexie. Elles donnent des conseils pour perdre du poids en mangeant des aliments hypocaloriques dont elles affichent la liste. J'étais consternée qu'elles puissent faire ce genre de choses. Je n'avais aucune idée que ce genre de site existait. Les groupes pro-anorexie donnent des instructions très précises pour perdre du poids en mangeant toujours les mêmes aliments de façon compulsive et en s'entraînant de façon compulsive. Ils vous disent de résister à l'envie de manger et ils disent quoi faire quand on sort manger à l'extérieur, notamment de boire 2 ou 3 verres d'eau avant de partir pour avoir l'impression d'avoir l'estomac plein. Ils disent aussi de prendre de tout petites bouchées et ils donnent beaucoup d'autres conseils, entre autres comment survivre au temps des fêtes. Les gens qui décident de s'en servir sont déjà malades, mais je crois que ces groupes les rendent encore plus malades parce qu'ils les encouragent, ils les incitent à maigrir. Les gens qui sont attirés par les sites pro-anorexie cherchent à être réconfortés, à être compris dans leur maladie. Pour les anorexiques, la perte de poids est rassurante d'une certaine façon en raison de la peur associée à la prise de poids. C'est un peu comme les gens qui discutent en ligne des meilleures façons de se suicider et qui s'encouragent les uns les autres dans leur recherche du suicide le plus approprié. Erica a peur de prendre du poids, mais elle craint encore plus ces sites web qui semblent glorifier sa maladie et elle décide de créer sa propre page web. Je l'ai fait pour en aider d'autres, pour leur montrer que ce n'est pas un jeu ni un régime à la mode. Ce n'est pas ce que vous croyez. Ça peut devenir très grave. J'ai parlé de mes séjours à l'hôpital. J'ai affiché des photos. Mais la stratégie d'Erica produit l'effet contraire. Au lieu de visiter sa page pour trouver de l'aide, beaucoup de visiteurs viennent y chercher la m'inspiration. La m'inspiration, ça en dit long sur les anorexiques. Ça peut être une photo ou quelqu'un qui vous dit de continuer de maigrir quand vous êtes déjà trop maigre, quand vous êtes déjà une anorexique affamée. Je peux vous donner de la m'inspiration en vous disant « Continue, tu peux y arriver ». Ou je peux vous montrer une photo et vous dire « Tu n'aimerais pas ressembler à cette fille qui a un trouble alimentaire ?» Au cours des 6 mois qui suivent, Erica est encore hospitalisée à 2 reprises, une fois pendant plus de 60 jours. 20% des anorexiques meurent. C'est une maladie mortelle. Si les gens ne sont pas soignés, s'ils ne sont pas dans un environnement où leur santé peut s'améliorer, ils meurent. Je dirais que je refusais de voir la réalité. Je jouais à la plus maligne avec ce que j'appelle le gremlin, une représentation mentale de mes pensées négatives, non productives. J'ai découvert qu'en les écrivant, même si mon gremlin essaie de m'en empêcher, j'arrive à mieux identifier mes pensées négatives et à mieux les combattre quand elles se manifestent. Erica a fait beaucoup de progrès, mais son combat n'est pas terminé. J'ai des rituels en ce qui a trait aux aliments sans danger, sans gras, que je crains moins de manger. Voici des aliments que je mange en ce moment. Au déjeuner, je prends du Metabool. Au dîner, je mange une Inabar avec des fruits et du yogourt. Au souper, je mange de la soupe et des légumes. Malgré ses efforts, Erica ne consomme pas assez de calories pour maintenir un poids santé. Il y a 2 semaines, mon médecin m'a dit que je dois retourner à l'hôpital. On aimerait que les choses s'accélèrent, qu'elle prenne du poids et qu'elle change sa façon de penser pour qu'elle puisse faire ce qu'elle veut et ce qu'elle doit faire. Je rentre à l'hôpital Stanford, spécialisé dans les troubles alimentaires. J'espère que ça aura un effet différent sur moi et que ça m'aidera à changer mon attitude quand je rentrerai à la maison. J'ai admis que c'était la prochaine étape pour moi et que c'est là que je dois aller. Après 3 semaines à l'hôpital, Erica a été envoyée dans un centre de traitement résidentiel. Je sens que j'en sais beaucoup plus maintenant et que je sais ce que je dois faire. Espérons que cette fois, ça marchera.
qui a trait au diagnostic et au traitement des troubles alimentaires. Mais pour de nombreuses victimes, l'aide arrive trop tard quand elle arrive. Anna Westin est née le 27 novembre 1978 et elle a grandi à Cheska au Minnesota. Elle a été un bébé, une enfant et une adolescente extraordinaire. Elle était très précoce, très vivante, très vive. Elle avait de l'esprit et un sens de l'humour incroyable. À l'adolescence, Anna a de grands rêves d'avenir. Elle voulait aller en éducation spécialisée pour aider les familles au sein desquelles il y a des personnes handicapées. Mais comme beaucoup d'adolescentes, Anna est aussi fascinée par le prestige et tout ce qui brille. Il y a vraiment une dictature. Il faut correspondre à une image bien précise si on veut être populaire et réussir. Elle avait des photos de mannequins sur les murs de sa chambre. Et aussi, aujourd'hui je le sais, des images de filles très très maigres qui souffrent sans doute de malnutrition. Peut-être même d'anorexie. Peu après le 16e anniversaire d'Anna, les Westin commencent à s'inquiéter de son comportement et de son apparence qui change rapidement. Elle perdait du poids, elle s'éloignait de la famille et de ses amis. Sa personnalité avait changé. Elle n'était plus heureuse, chaleureuse, ouverte et drôle. Elle était maussade et triste et elle dormait beaucoup. On diagnostique un trouble alimentaire et Anna doit suivre un programme pour malades externes. Elle semble aller mieux et termine son cours secondaire, puis elle entre à l'Université de l'Oregon. À la fin de la 2e année, sa santé se détériore brusquement. En rentrant de l'université, elle est tout de suite tombée très malade. J'ai très vite compris que son trouble alimentaire était réapparu, qu'elle avait fait une rechute. À la fin de l'été, l'étudiante de 1,60 m pèse à peine 40 kilos. Je croyais vraiment qu'elle finirait par décider d'arrêter de faire ça. C'est difficile à comprendre. On se disait qu'avec du courage et de la volonté, elle pourrait s'en sortir. Qu'elle devait faire un effort de volonté pour s'en sortir. Mais ce n'est pas ce genre de maladie. Elle était dans un état critique. Il fallait qu'elle soit hospitalisée. Anna entre à l'hôpital le 31 août 1999. Après 10 jours de traitement payés par le régime d'assurance Blue Cross Blue Shield, ses signes vitaux se sont améliorés et elle a pris près de 3 kilos. Le médecin d'Anna recommande d'autres soins, mais Blue Cross n'accepte de payer que des soins cliniques externes et refuse de payer une seule autre journée d'hospitalisation. On était secoués. On a vraiment cru qu'il y avait un malentendu quand on nous a dit qu'il fallait la ramener à la maison. L'hospitalisation coûterait 1 500 $ par jour et les Westin optent pour les soins cliniques externes. Le programme partiel, c'est-à-dire 8 heures par jour, 5 jours par semaine, coûtait environ 600 $ par jour. Au bout d'1 mois, la compagnie d'assurance refuse de continuer de payer, prétextant que d'autres soins médicaux n'étaient pas nécessaires. Les personnes qui souffrent de troubles alimentaires refusent de voir la réalité. Et quand les compagnies d'assurance disent qu'elles ne sont pas vraiment malades et qu'elles n'ont pas besoin de soins, elles leur confirment qu'elles ont raison de se croire en santé. Leur agent d'assurance n'est pas d'accord avec la décision de la compagnie de ne pas payer. Dans un document soumis à la Cour, le responsable du compte des Westin écrit à Blue Cross Blue Shield « J'ai beaucoup de mal à justifier le rejet de cette réclamation. Des jeunes gens meurent de ce trouble et il faut les aider. » Les Westin sont prêts à dépenser tout ce qu'ils ont pour aider leur fille à guérir. Mais Anna sait qu'ils ont des ennuis d'argent. Elle sentait qu'elle était un poids pour nous et qu'il vaudrait mieux qu'elle meure. Le mois suivant, Anna fait la navette entre la maison et l'hôpital. Puis, le 17 février 2000, après 5 ans, le combat d'Anna contre l'anorexie prend fin.